Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous. Allez, on est reparti pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. Aujourd'hui, ça tournera sur la dernière vidéo de Capsule Concept qui tournait autour des profils psychologiques des créateurs et des créatrices. Donc les profils psychologiques, on avait élaboré sur les traits de personnalité, sur l'attitude, sur l'état d'esprit ou le mindset en anglais. L'idée aujourd'hui, ce sera de refaire, comme d'habitude, un point critique sur ce que j'ai pu dire, sur ce qui pouvait être faux, sur ce qui pouvait être bien. Et on s'aidera, comme d'habitude, d'une interaction avec un chatbot. On passe à l'étape 5 où on va essayer de voir si l'intelligence artificielle avec laquelle je dialogue peut me corriger, identifier des manques, des imprécisions ou des contradictions dans ce que j'ai pu dire. Encore une fois, là c'est vraiment un exercice qui n'est pas évident pour moi, et si vous le faites, vous verrez que ce n'est pas évident, c'est de se dire, ok, là tu t'es trompé, là ça allait pas, mais bon, quand on accepte l'erreur et qu'on se dit qu'elle est bénéfique pour pouvoir progresser, bah, c'est ça qu'on fait, on fait un réflexe critique, et en l'occurrence ici on va aller se faire corriger là par la machine. Si vous avez des gens compétents à côté de vous, faites-vous corriger par eux, faites-vous plutôt mentorer ou tutorer, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus qu'on se fasse taper sur les doigts ou sur la tête. Mais bon, vous avez compris l'esprit de cette démarche et de cette cinquième activité. Alors, sur les contenus qui manquent, c'est bien, il est repassé en anglais, missing content. 5 éléments cruciaux qui n'apparaissent pas dans le transcript et qui seraient utiles pour une compréhension complète du sujet. La créativité en contexte, le facteur press. Ça, c'est vrai que je n'ai pas développé le facteur press et le modèle des 4 P. Bon, en tout cas, il nous redit que le transcript se concentre sur la personne, les traits, les attitudes, les états d'esprit, et sur les productions, les œuvres, mais il ignore le rôle de l'environnement, souvent appelé presse ou lieu dans le modèle des 4 P de Rod, effectivement. Pour qu'une personne créative aboutisse, il faut un environnement familial, social, professionnel qui tolère l'ambiguïté, qui permet la prise de risque et qui offre les ressources nécessaires. Il nous dit que c'est utile pour expliquer pourquoi un individu très créatif peut être improductif dans un milieu hostile ou trop rigide. Effectivement, prenez quelqu'un, vous le déplacez, vous le mettez dans un tout autre contexte, pareil, il va développer et déployer une créativité folle. On pourrait dire qu'il avait le potentiel, mais qu'il ne pouvait pas le déployer parce que son environnement était trop oppressant, press, le modèle des 4P. Le rôle des capacités cognitives, notamment l'intelligence, c'est vrai que je ne mentionne pas du tout ça parce que ça fera partie d'autres contenus, mais autant les aborder puisqu'il les mentionne. Il nous a fait un magnifique dessin où il est allé le chercher sur Getty Images. Ok, c'est intéressant maintenant le côté où il met du visuel, et j'avoue que je suis assez impressionné par les dernières avancées de l'IA et notamment de Gemini. Alors sur le rôle des capacités cognitives, le transcript fait l'impasse sur les capacités cognitives, donc intelligence, la mémoire, l'attention, les capacités projectives, qui sont brièvement mentionnées mais non développées. Effectivement, c'est l'objet d'une autre session, qui sont le substrat des traits. Alors, par exemple, l'ouverture aux expériences est facilitée par une grande mémoire de travail. La créativité nécessite non seulement une pensée divergente, générer des idées, mais aussi une pensée convergente, sélectionner la meilleure idée. Pensée divergente et pensée convergente, ouais, c'est vraiment des classiques autour de la créativité. Vous l'avez peut-être déjà entendu d'ailleurs dans d'autres contextes. Vous avez un magnifique dessin pour illustrer ce que c'est. Je ne reviens pas dessus, j'en ferai peut-être une vidéo, mais il y a beaucoup de contenu qui existe là-dessus. L'utilité, il nous met que c'est de montrer que le profil psychologique, ça ne se limite pas aux traits et aux attitudes, mais ça inclut le matériel mental de base. Le matériel mental de base, c'est ce que vous êtes capable de faire en fait. Donc c'est sûr que les capacités, les aptitudes, au-delà des attitudes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. 3. Les différents niveaux de créativité, la typologie des C. Là, il nous l'a déjà mentionné un peu avant. Moi, je parle de la créativité jugée socialement, les accomplissements, les œuvres. Or, les chercheurs distinguent la mini C, la little C, la pro C et la big C, qui sont différents gradients de créativité, de la moins explicitée, la plus privée, la plus du quotidien, à la plus éminente, la plus partagée au sein de la société humaine. Donc cela permettrait de nuancer les traits. Par exemple, la persévérance est cruciale pour la big C, mais moins pour la little C. Intéressant de le mentionner que si on n'est pas persévérant, pour tout ce qui est de la créativité intérieure, psychologique, privée, ça ne pose pas de problème, on peut abandonner totalement. Mais ce sera difficile de voir si on est créatif ou pas du coup. Le processus créatif, il n'y a rien qui est mentionné dessus. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Le transcript définit les traits qui rendent la créativité possible, mais ne décrit pas le processus typique de création. Voilà, il nous met le processus de Wallace, qui est le classique préparation, incubation, illumination, vérification.
Il nous dit que c'est utile parce que ça permettrait de relier les traits aux étapes. Le psychotisme est utile pendant l'incubation et l'illumination, tandis que la persévérance est essentielle pour la préparation et la vérification. 5. La motivation intrinsèque et les intérêts. Je n'ai pas mentionné ça, c'est vrai, et j'ai dû le dire en point de critique que je n'aborderai pas ça. Le transcript mentionne brièvement les besoins et les motivations pour les laisser de côté, donc cette motivation intrinsèque et ses intérêts. Or, la motivation intrinsèque, faire quelque chose pour le plaisir et l'intérêt qu'on y trouve, plutôt que pour une récompense externe, c'est reconnu comme un des facteurs psychologiques les plus puissants de la créativité. Il nous dit que c'est utile parce que ça permet d'expliquer la force motrice derrière l'engagement dans un processus créatif long et risqué. En gros, si on est persévérant ou qu'on prend des risques, c'est aussi parce qu'on a une motivation intrinsèque aux activités qu'on est en train de réaliser, ou qu'on a un intérêt particulier pour ces activités. Alors, deuxième point, c'est tout ce qui est autour des erreurs, des imprécisions, des contradictions. Alors voyons un petit peu, c'est celle qui fait le plus mal en général, des imprécisions, erreurs ou contradictions que j'aurais pu mettre dans le transcript. Imprécision conceptuelle entre le psychotisme et la pathologie. Ça c'est intéressant parce que j'avoue que je n'étais pas hyper connaisseur sur le sujet. La vidéo introduit le psychotisme en évoquant les extrêmes pathologiques, confondent la réalité avec des visions, des hallucinations, avant de parler de traits non problématiques. Alors il nous fait une critique. Dans le modèle psychométrique d'Eysenck, le PEN, ou dans le modèle des Big Five, le psychotisme est un trait de personnalité dimensionnelle. Alors juste le psychotisme, dans le modèle des Big Five, il n'y est pas. Donc il a dû faire une petite confusion. Il ne doit pas être confondu avec la psychose clinique. L'utilisation du terme psychotisme tend à stigmatiser inutilement un trait qui, à des degrés modérés, est fortement associé à la pensée divergente et à l'originalité. D'accord avec le fait qu'il ne faut pas connoter ça de manière pathologisante, et j'ai dû le dire et j'espère que c'était clair dans la vidéo. Sur la psychose clinique, évidemment, c'est quelque chose qui a l'air, en tout cas avec les termes et ce que ça m'évoque, beaucoup plus poussé. On voit aussi, il faut faire gaffe aussi avec les critiques, parce que dans le modèle des Big Five, je connais et je sais qu'il n'y a pas le psychotisme, il est inclus un petit peu peut-être dans des endroits du neuroticisme, mais bon, ce n'est pas le point central. Alors deuxième critique, il a ciblé une contradiction, persévérance versus tolérance à l'ambiguïté. Dans la vidéo, je présente la persévérance et la tolérance à l'ambiguïté comme des attitudes antagonistes, tout en affirmant que les six traits cohabitent chez le créateur. La critique qu'il nous fait, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'une contradiction que d'une imprécision sur le moment. Ces deux forces ne sont pas nécessairement antagonistes, mais séparées temporellement dans le processus créatif. La tolérance à l'ambiguïté est cruciale dans la phase de génération d'idées, tandis que la persévérance prend le relais dans la phase d'élaboration et d'exécution. Le créateur efficace alterne entre ces deux modes. Tout à fait juste, et si j'avais pas été assez précis, intéressant de mentionner que les deux peuvent coexister parce qu'ils sont temporellement distincts. Alors, une imprécision autre, le névrosisme dans les Big Five. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui était une connerie? Le névrosisme est mentionné comme l'un des Big Five et est laissé de côté. Ok. Le névrosisme est traditionnellement un prédicteur négatif de la créativité dans de nombreuses études, car il est associé à l'anxiété et à l'inhibition, qui freinent la prise de risque et l'ouverture. Cependant, certaines recherches pointent vers un lien positif pour les créateurs artistiques par opposition aux scientifiques, suggérant que la tension émotionnelle peut alimenter leur expression, l'expression artistique. Les laisser de côté est une simplification, et il nous mentionne une source qui est Kaufman, qui est un auteur, c'est vrai, qui écrit sur la créativité, sur les différences entre créativité artistique et créativité scientifique. C'est intéressant de voir que le névrosisme peut aussi être un frein parce qu'il génère de l'anxiété, une moindre prise de risque. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai peut-être pas mentionné, les aspects négatifs. On pourrait y revenir d'ailleurs avec l'extrême qui est la dark side of creativity. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt des traits de personnalité associés à la créativité qui auraient des conséquences négatives ou qui nous apporteraient de la souffrance dans notre vie. Enfin, les deux autres points qui sont une erreur d'analogie, l'attitude et l'étymologie latine. Oui, j'ai dû me tromper. J'avoue que là, sur l'étymologie, je ne suis pas du tout linguiste ou quelqu'un qui s'y connaît dans ce champ-là. Donc voyons qu'est-ce qu'il dit. L'orateur affirme, c'est moi, que l'étymologie latine du mot attitude contient une référence à acte ou action. On va voir dans le latin, il y a le C qui réapparaît et qui nous remet le mot acte, le mot action. C'est vrai que j'ai fait ce lien-là, peut-être qu'il n'est pas existant, mais c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est une fausse étymologie. Le mot français attitude vient de l'italien attitudine, qui dérive du latin aptitudo, aptitude, disposition, convenance. Le mot actus, action, acte, est distinct. La connexion est conceptuelle, une disposition à l'action, mais non étymologique directe, ce qui induit une erreur. Il faudra aller voir les sources, parce que là, moi, j'en sais rien. Je peux lui faire confiance, et de toute façon, ce n'est pas le point central, et je crois que l'idée reste conservée de dire que l'attitude, c'est quand même une forme de mise en action. Mais s'il n'y a pas de lien étymologique, j'entends, et c'est tout à fait OK.
Dernière critique qu'il me fait, simplification abusive sur les visées du trait de personnalité. L'orateur insiste sur le fait que la classification par trait a des visées de classement et de tri, de sélection, comme pour le recrutement ou pour les aspects cliniques, pour dire qui on garde ou qui on laisse. Oui, c'est vrai que je dis que ça peut avoir cet aspect-là, et lui nous dit que, bien que ce soit une application parfois critiquée de la psychologie différentielle, la principale visée scientifique des traits de personnalité, c'est de prédire le comportement futur, la performance, le bien-être, et de comprendre les différences interindividuelles de manière neutre, pas seulement pour le tri. L'accent mis uniquement sur les visées de sélection occulte l'usage descriptif et explicatif du modèle des traits en psychologie fondamentale. C'est sûr que quand c'est dans un domaine disciplinaire de recherche, comme la psychologie différentielle, on peut se dire que ça a des intentions louables. Mais enfin, on ne peut pas non plus nier qu'il y ait des applications qui soient faites pour du tri, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans les hôpitaux ou le système de santé. Donc c'est intéressant de le mentionner, que ça n'est pas que pour ça et que ce n'est pas que négatif. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.